Bonjour à tous, bienvenue pour ce cours sur les quaternions pour l'animation de personnages virtuels. Pour l'animation en général, pas que forcément pour les personnages. Donc l'objectif général ici, c'est de trouver une représentation des rotations avec des bonnes propriétés. Alors, on va voir qu'il existe d'autres représentations. Il y en a une que vous connaissez déjà tous parce que vous l'utilisez pas mal, c'est la version avec les matrices, mais il y en a d'autres qui existent. Alors la première qu'on voit, c'est les angles de l'air. Les angles de l'air, donc vous avez trois rotations qui sont définies dans l'ordre. Donc ça a été inventé plutôt au départ pour l'aviation pour orienter un avion au moment du pilotage. Donc vous avez trois axes, une première rotation autour de l'axe des Z, avec ici l'axe des Z qui est orienté vers le bas, une rotation ensuite autour de l'axe des Y, et puis une rotation autour de l'axe des X. Donc on représente une rotation 3D dans l'espace en donnant ces trois angles, une rotation autour de Z, une rotation autour de Y, une rotation autour de X. Éventuellement varier l'ordre des angles et avoir une version différente, mais le principe reste le même. Donc on combine ces trois rotations les unes après les autres, et puis on obtient la nouvelle orientation du repère 3D. Alors on peut faire une petite démo, j'avais pas préparé. C'est pas grave, on va le faire en direct, j'avais pas ouvert la page web, mais allons-y, une petite démo. Donc on a ici le premier angle, quand vous le faites tourner, ça fait tourner l'avion dans le plan horizontal. Donc vous voyez, il fait tout le tour, hein. On a tous les axes possibles. La deuxième rotation, c'est vous faites tourner le plan dans le sens monter-descendre, enfin s'orienter vers le haut ou s'orienter vers le bas. Et la troisième rotation, c'est vous inclinez l'avion. Pareil, on a le tour complet, hein. Et après, vous pouvez combiner les deux. Il tourne un petit peu sur la droite, il va vers le haut et il s'incline dans ce sens-là. Voilà. Alors, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous récupérez les trois rotations qui vous intéressent là, puis vous obtenez la nouvelle position de votre repère. Ça permet d'orienter. Alors c'est souvent utilisé en 3D, parce que à part dans les simulateurs de vol, pour l'orientation des caméras. C'est des choses qui fonctionnent. Alors il y a un petit souci quand même avec les angles de l'air, c'est que il y a le blocage de cardan en français, le gimbal lock. C'est que si on reprend ma démo ici, que je remets mon avion à plat, euh, si mon disque si j'amène mes deux axes ici, l'un avec l'autre, je n'ai plus que je perds un degré de liberté finalement, et je ne peux bouger que dans ce sens-là, c'est-à-dire que voilà, ici cet axe-là, il me fait tourner le disque vert et le disque bleu en même temps. Donc j'ai perdu un degré de liberté, c'est-à-dire que ma première rotation est perdue parce que j'ai ramené mes deux axes. Alors ça le fait avec les trois dans les trois cas différents, hein, mais une fois que j'ai ramené mes deux axes dans le même disque, ici je perds un degré de liberté. Donc ça peut être un souci selon l'application que vous avez à faire. Donc bon, petit exemple, l'exemple le plus parlant que le transparent que j'ai là, donc je peux passer assez vite. Ça peut se résoudre là, cette histoire ça peut se résoudre en réinitialisant un petit peu les angles et puis en perturbant un petit peu une fois que quand vous vous rendez compte que vous arrivez avec vos deux disques qui perdent un degré de liberté qui arrivent l'un sur l'autre, vous réinitialisez un petit peu en tirant au hasard, enfin en vous déplaçant, et puis le problème peut se résoudre. Après, c'est une espèce de bidouille qui fonctionne mais qui n'est pas incroyable. L'autre chose avec les angles de l'air, c'est que les bonnes propriétés qu'on aimerait pour des repères, c'est aussi de pouvoir faire des interpolations. Les interpolations, ça veut dire que quand j'ai par exemple un personnage virtuel avec un bras dans un sens et un bras dans l'autre, j'aimerais pouvoir interpoler entre les deux pour obtenir le bon mouvement du bras qui se déplace d'un côté vers l'autre, ou pour faire des transitions entre des animations. Ah, j'ai besoin de cette chose-là. Avec les angles de l'air, je peux interpoler indépendamment les trois axes, X, Y et Z, les trois rotations, et j'obtiens ici, alors je vais rebasculer en plein écran, voilà, comme ça. J'obtiens mes rotations. Si j'interpole par exemple entre cette position et cette position-là sur mon repère,
je vais obtenir la courbe jaune. Alors c'est pas complètement la géodésique sur la courbe, c'est-à-dire que moi ce que j'aimerais en voyant les deux repères comme ça, c'est que j'aimerais avoir une interpolation qui reste sur la sphère et qui suit le trait rouge. En faisant l'interpolation sur les trois axes, j'obtiens quelque chose qui peut être utilisable et qui peut être montrable, surtout si mon point de départ et mon point d'arrivée sont assez proches sur la sphère, mais c'est pas complètement la géodésique. Donc il y a un petit défaut avec les angles de l'air, c'est que bah, l'interpolation est possible mais c'est pas parfait, puis j'ai les problèmes de blocage de cardan où je perds un degré de liberté. Alors je peux, voilà, c'est ce que je vous disais, je peux tourner un ou plusieurs cardans vers une position arbitraire au moment où le blocage de cardan est détecté, puis je réinitialise le dispositif. Ça fonctionne, mais c'est pas parfait. Les matrices de rotation 3-3, alors ça c'est plus les choses qu'on connaît, que vous connaissez bien, parce que souvent dans les moteurs c'est ce qui est utilisé. Alors les matrices de rotation 3-3, c'est qu'en gros, voilà, vous avez une matrice de rotation autour de l'axe des X, une matrice de rotation, alors ici c'est une matrice 4-4, mais oubliez la translation et oubliez la dernière ligne. Rotation autour des X, rotation autour des Y, rotation autour des Z, donc ça, on peut aussi passer de la représentation des angles de l'air à cette représentation-là en multipliant les trois matrices ensemble. Le souci avec les matrices, c'est qu'au moment où on va vouloir interpoler, donc là par exemple j'ai la matrice identité, j'ai une rotation d'un angle de 90 degrés autour de l'axe des X, qui est cette matrice-là. Si j'interpole les deux matrices, je peux essayer d'interpoler terme à terme toutes les cases de ma matrice. Donc ici, ben, 1 et 1, ça va rester 1. Quand j'ai 0, ça va rester 0. Mais par contre, ici, 1 plus 0 divisé par 2, ça va me donner 0,5. 0 plus 1 donne 0,5 aussi. Si 0 plus moins 1 donne moins 0,5. Et j'obtiens une matrice. La nouvelle matrice interpolée sera ça. Le défaut de cette matrice orthonormée, c'est que ici j'ai bien un repère, j'ai bien l'axe des X qui est de longueur 1, de norme 1. Par contre ici mon axe des Y il est plus de norme 1, parce que 0,5 au carré plus 0,5 au carré ça fait 0,25 plus 0,25 ça fait 0,5, et racine de 0,5 ça fait pas 1, donc ce vecteur n'a plus de longueur de 1, et celui-là non plus. Dans certains cas, imaginez que vous ayez un axe qui aille vers la droite et un axe qui aille vers la gauche, et quand vous voulez interpoler entre les deux, en sommant les deux axes, vous allez obtenir 0, et vous allez perdre de nouveau à nouveau, comme dans les angles, comme dans le blocage de cardan avec les angles de l'air, vous allez perdre 1 degré de liberté. Alors, ce cas-là, l'histoire de orthonormé ici, là, enfin de que les normes ne valent pas 1, ça peut se résoudre éventuellement en normalisant mes deux vecteurs. Parce que là, ils restent perpendiculaires les trois. Par contre, il y a des cas où ils vont pas rester perpendiculaires et où je vais vous perdre de l'info. Donc l'interpolation sur les matrices 3-3, quelque chose qui peut se faire, mais ça se fait encore moins qu'avec les angles de l'air. C'est pas complètement la bonne solution. Donc même problème qu'avec les angles de l'air, hein, l'interpolation elle est encore moins bonne qu'avec les angles de l'air et on peut perdre des degrés de liberté possibles selon les axes que vous avez choisis. Alors il y a des choses que peut-être vous avez déjà entendu parler qui s'appellent les quaternions. Alors je vous propose ça comme étant la super solution là. On va essayer d'introduire un petit peu le fonctionnement. Alors pour ça, je fais un petit retour d'abord sur les nombres complexes. Les nombres complexes, c'est une représentation que vous connaissez bien, vous l'avez fait en long, en large, en travers, en terminale, en première année. Euh, Ça permet de représenter le plan et des transformations dans le plan. Alors nous, on voudra le faire en 3D, mais les quaternions sont assez liés aux nombres complexes. Donc si je fais un petit rappel sur les nombres complexes, représenter un point dans le plan, ici ce point-ci, il a comme coordonnées cartésiennes x et y, ça va se représenter par le nombre complexe x plus iy. X et y sont des nombres réels, i a une particularité, c'est un terme dont i au carré égale moins 1. D'habitude un nombre au carré n'est pas négatif, là c'est la particularité des nombres complexes, c'est qu'un des termes vaut moins 1. Donc le plan complexe, c'est celui-là, c'est comme le plan euclidien. La partie réelle, pour le vocabulaire, c'est le x, la partie imaginaire, c'est le y. Donc le déplacement suivant l'horizontale, suivant l'axe des x, c'est la partie réelle, le déplacement suivant l'axe des parties imaginaires, c'est le y. Le conjugué d'un nombre complexe, c'est x moins iy, donc on met un point, c'est asymétrique, euh, où on inverse l'axe des y, c'est juste pour les opérations de base. On a l'égalité de nombres complexes sont égaux si la partie réelle et la partie imaginaire sont identiques. On peut additionner deux nombres complexes en additionnant les parties réelles et en additionnant les parties imaginaires. On peut soustraire deux nombres complexes en faisant la soustraction des parties réelles des parties imaginaires. On peut faire le produit scalaire entre deux nombres
pas le produit scalaire, pardon, le produit par un scalaire, c'est-à-dire qu'on peut multiplier un nombre complexe par un réel. Ça va multiplier la partie réelle et la partie imaginaire par le réel lambda. On peut multiplier deux complexes. Alors, en multipliant deux complexes, on a le x plus y et le u plus iw. Il va falloir faire le développement. Quand on fait le développement, on trouve à un endroit qu'on a i au carré. On remplace le i au carré par moins 1. On remet en facteur les deux termes où il y a le i et on obtient le xu moins yv. Et puis plus i avec xv plus YU. Donc la partie imaginaire, ce sera ça. La partie réelle, ce sera ça. Bon, du calcul, comme vous l'avez déjà fait sûrement pas mal de fois. Le truc très important, enfin très important, le truc qui va nous intéresser ici à cause de l'aspect rotation, c'est la forme exponentielle des nombres complexes. Donc tout nombre complexe peut s'écrire sous une forme trigonométrique avec r multiplié par cos θ plus i sinus θ. Le r, c'est donc si on prend un point z ici qui a comme coordonnées x et y, on va remplacer la forme trigonométrique, ça va être la longueur du vecteur OZ, donc de l'origine jusqu'à Z, et puis cos θ, c'est l'angle que va former ce vecteur-là avec l'axe des x. Donc on retrouve ici à partir d'une forme trigonométrique, d'une forme exponentielle, on peut retrouver les coordonnées x et y du point en faisant r fois cos θ et puis r fois sinus θ. La notation de la forme exponentielle se note REIθ. C'est une notation, c'est pas spécialement une puissance, c'est R est la norme et θ c'est l'angle que fait mon nombre complexe. Si je fais varier θ, je vais faire tourner le point Z autour d'un cercle, autour de l'origine du monde. Si je fais varier R, je vais éloigner ou rapprocher mon point complexe dans le plan. Alors, ce qu'on a beaucoup utilisé avec les nombres complexes, donc si on additionne deux nombres complexes, ça fait une translation. Si on multiplie un nombre complexe par un réel, ça fait un changement d'échelle. Donc ça agrandit ma figure ou ça réduit ma figure. Et puis la troisième opération qu'on aime bien faire dans les transformations, dans le plan ou dans l'espace, c'est les rotations. Donc si je prends un point P au hasard qui a comme coordonnées x et y, je peux retrouver son rayon, je peux retrouver l'angle alpha. Son rayon, c'est la norme du vecteur, c'est x au carré plus y au carré en prenant la racine. L'angle alpha, c'est je fais un arc cosinus de x divisé par la norme. Puis alors comme le arc cosinus a deux cas, le cas positif négatif, je regarde le signe de x et puis je récupère l'angle. Donc je peux transformer n'importe quel point P en un r cos alpha et un r sinus alpha. Ça me donne la notation complexe ici, qui est R fois cos alpha plus I sinus alpha, ou la notation complexe REI alpha. Donc mon point P ici, c'est aussi R multiplié par EI alpha en notation complexe. Maintenant, si ce point P, je veux le faire tourner. Oups. Le point P, si je veux le faire tourner d'un angle θ. Ben, la notation exponentielle du point P', qui est la rotation du point P autour de l'origine du monde, c'est R, alors il manque le R ici, c'est REI alpha plus θ. Parce qu'en gros, c'est cet angle-là. Le nouvel angle, c'est exactement la même longueur que mon point P' va avoir la même longueur qu'avant, donc le même R. Et le alpha plus θ, je vais le modifier tout de suite ici, puisqu'il manque le R. Ah ben non, c'est pas grave, je ne peux pas. Je ne peux pas rapidement. Donc P' c'est REI alpha plus θ. Je peux exploser là, je peux séparer le plus en deux termes, c'est REI alpha multiplié par EI θ. REI alpha, c'est les coordonnées, c'est le nombre complexe P d'origine. Donc en gros, c'est mon point P multiplié par un nombre complexe que je vais appeler R ici, mais ce nombre complexe, c'est la rotation. Donc un nombre complexe qui a pour norme 1, donc un nombre complexe unitaire, c'est rien d'autre qu'une rotation autour d'un angle θ de n'importe quel point. Donc je prends n'importe quel point, je multiplie par ce nombre complexe et j'obtiens la rotation du point. Donc multiplier un complexe Z par le complexe Iθ de module 1, donc de norme 1, équivaut à faire tourner P. C'est une propriété extrêmement sympa, c'est-à-dire qu'en gros, un étudiant de terminale à qui on demande de calculer la rotation d'un point dans le plan, il n'y a aucun moyen de faire ça à part avec les nombres complexes. Les matrices, c'est une machinerie plus grosse et pas forcément plus simple que les nombres complexes, probablement peut-être même un peu moins élégante que les nombres complexes. Donc là, on a quand même une propriété qui est super pour faire des transformations du plan avec les nombres complexes. Translation, c'est l'addition. Changement d'échelle, c'est la multiplication par un scalaire. Multiplication par un complexe de norme 1, c'est la rotation. On a les trois opérations de base qui nous intéressent.
L'autre chose qu'on peut faire avec un nombre complexe, il faut que je retrouve, je vous ai préparé un petit programme, je vais le lancer. Donc ici j'ai deux points dans l'espace, celui-ci, celui-ci. Ces deux points, ils ont des coordonnées cartésiennes, donc c'est lui, il a comme coordonnées 106, 106, et ce point-là, il a comme coordonnées moins 106, 106. Donc ici 106, 106, et puis celui-ci moins 106, 106. Si je veux interpoler entre les deux points, ça veut dire que je vais prendre les coordonnées 106 et moins 106, je vais les multiplier par un t et un moins t, avec t qui est la pondération entre 0 et 1, donc ici pour l'instant t vaut 0. Si j'avance, j'obtiens le déplacement du point rouge ici sur l'axe. Donc ça, en gros, je suis en train d'interpoler ce point-là et ce point-là. Alors ça va très bien pour une trajectoire dans l'espace dans lequel on a des positions 3D. Si maintenant, par contre, on veut représenter, imaginez que vous ayez ici un bras de robot ou un bras humain, là, mon avant-bras est positionné à cet angle ici, donc un angle de pi sur 4, et que je voudrais qu'au pas de temps suivant de mon animation, ce soit 3 pi sur 4, et je vais vouloir interpoler entre les deux, je vais vouloir avoir un déplacement de mon bras de ce côté vers ce côté, je ne peux pas faire une interpolation dans le plan cartésien avec le x et le y. Par contre, je vais pouvoir faire une interpolation du nombre complexe. Interpoler le nombre complexe, ça va revenir à interpoler R. Ici, la longue, c'est le rayon du cercle. Comme ce point-là a le même R que ce point-là, il ne va pas bouger. Et je vais interpoler par contre l'angle, donc je vais interpoler θ. Ici, j'ai mon θ qui va aller de pi sur 4 à 3 pi sur 4. Et j'obtiens la courbe bleue, enfin les pointillés bleus qui sont en haut, et j'obtiens bien une interpolation qui reste sur le cercle, et que je vais pouvoir utiliser dans le cas d'une animation et dans le cas d'une rotation. Alors je peux aussi placer mes points avec des R différents, donc celui-là il a un R de 150, REI, puis 0,79 c'est pi sur 4, et puis celui-ci il est sur le cercle de rayon 225. Je peux interpoler, vous obtenez la courbe rouge pour l'interpolation du x et du y dans le plan cartésien, et la courbe bleue qui est l'interpolation autour des nombres avec les nombres complexes, donc l'interpolation de l'angle et du R. Donc vous voyez que la représentation, donc ça c'est juste aussi, c'est une première sensibilisation, c'est que la représentation que vous choisissez pour faire vos opérations, ici le calcul est exactement le même, hein, on fait le t fois 1 moins t des deux points, c'est juste qu'on a des représentations différentes et qui vont donner des résultats différents. Si on regarde un tout petit peu juste le code, ici, voilà, vous voyez que ma fonction d'interpolation, c'est la même. Je fais 1 moins, alors x, c'est le poids que je donne, donc 1 moins x multiplié par le premier point, plus x multiplié par le deuxième point. Et je fais la même chose de l'autre côté, exactement la même chose, c'est juste que ici, j'ai une représentation complexe, ici, j'ai une représentation cartésienne. Donc les nombres complexes, pour faire de l'interpolation, ça marche bien. Le souci, c'est que, évidemment, c'est que du 2D. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est construire un type de nombre qui permet d'obtenir des résultats similaires en 3D. C'est-à-dire que je voudrais pouvoir interpoler entre des rotations en 3D aussi facilement qu'avec des nombres complexes. Alors, des gens se sont cassés la tête il y a quelques années, quelques siècles, longtemps là-dessus. Ils se sont dit, ben, un nombre complexe, il y a une partie imaginaire, on est en 2D. Si maintenant on veut passer en 3D, on va essayer avec deux nombres complexes, avec un i et un j. Ça va pas marcher. En fait, ce qu'il faut, c'est plonger donc un triplet de nombre réel ne suffit pas, il faut un quadruplé. Ça veut dire qu'on va se plonger dans un espace à 4 dimensions. On a un scalaire plus un vecteur qui va être un imaginaire pur. Donc on a une espèce de super nombre complexe qui s'appelle un quaternion, qui a une partie réelle qui est A, puis un I, un J et un K. Donc une coordonnée B, C, D qui vont correspondre aux trois autres dimensions imaginaires. Donc une dimension réelle, trois dimensions imaginaires. Souvent on représente le quaternion ici coupé au milieu, on a la partie réelle toute seule et puis le vecteur de l'autre côté. Je vais utiliser ça souvent dans les transparents qui sont là. On a des propriétés, on a toujours que i au carré égale moins 1, que j au carré égale moins 1, que k au carré égale moins 1, et puis on a que i fois j fois k égale moins 1. Alors ça, c'est des propriétés, on peut les représenter sous forme d'un gros tableau comme ça. On aurait pu imaginer autre chose, mais il se trouve que ça a les bonnes propriétés pour faire ce qu'on va faire, ce qu'on va vouloir faire, nous, là-dedans, c'est plutôt des rotations. Donc oui, les rotations dans tout ça, c'est bien beau ces calculs, mais... Alors,
Si on essaye d'utiliser un nombre complexe en disant je vais prendre la partie réelle et je vais lui mettre l'angle que je veux de rotation, et puis je vais prendre les trois parties imaginaires et je vais l'utiliser pour positionner mon axe là-dedans, θ ici et puis x, y et z, puisque là je me retrouve avec un espace à 4 dimensions et je veux représenter des rotations dans un espace à 3 dimensions. Je peux décider de faire ça, x, y, z sur ces parties-là et puis θ ici. L'interpolation, ça pourrait se faire assez facilement, parce que du coup, bon, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais toujours est-il qu'on a déjà le problème, c'est que quand on veut multiplier deux... Donc là, avec mes règles de calcul ici, je peux multiplier deux nombres complexes, mais on va y arriver dans les transparents un petit peu plus loin. Par contre, multiplier deux rotations n'est pas si simple, il suffit pas juste que j'utilise les règles de multiplication et que je prenne ce complexe-là et que je le multiplie par un autre complexe, ça ne va pas combiner les deux rotations. Donc c'est pas vraiment la représentation parfaite, pas celle qu'on a gardée. La représentation qu'on a gardée, elle est un tout petit peu moins simple, mais elle a les bonnes propriétés. Toutes les bonnes propriétés qui nous intéressent, c'est que donc, mon nombre complexe ici, il a quatre termes, il a la partie réelle ici, et le partie imaginaire qui est là, qui est en fait un vecteur avec trois composantes i, j et k. Ce qu'on va faire, c'est que si on veut représenter une rotation autour de l'axe A d'un angle θ, on va représenter dans la partie réelle le cosinus de θ sur 2 et dans la partie imaginaire le sinus de θ sur 2 multiplié par l'axe de rotation. C'est un petit peu moins simple que la représentation des transparents précédents. Par contre, c'est très facile à partir d'un nombre complexe de retrouver θ et de retrouver l'axe de rotation. Et c'est très facile, inversement, c'est si je veux une rotation autour d'un axe et d'un angle, c'est très facile de retrouver le nombre complexe qui va avec. Donc souvent ça se note comme ça, avec S et V. Donc ça c'est la bonne représentation, celle qu'on va garder un petit peu tout le temps. Donc, maintenant que je vous ai indiqué que cette représentation-là était la bonne, on va regarder quand même un petit peu, on va vérifier que c'est vrai, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc quaternion et rotation. Donc un quaternion, c'est comme on a une partie réelle et trois parties imaginaires, on a un espace 4D, mais on va ne considérer que une sous-partie de cet espace-là en le projetant sur la sphère. Donc on va ne considérer que les quaternions de norme 1, donc les quaternions normalisés, c'est-à-dire que si vous faites une opération avec votre quaternion à une norme différente de 1, et ben on va le renormaliser pour ne garder que ce sous-ensemble de quaternions valides. Donc étant donné un quaternion avec sa partie réelle et son vecteur de norme Q, on va considérer l'angle θ tel que A ce soit le Q fois le cosinus de θ et que V ce soit Q fois le sinus de θ et l'axe de rotation V. Donc avec le quaternion normalisé, on obtient que mon quaternion c'est Q fois cos θ plus sinus, bon c'est pas θ c'est phi, mais bon ça marche aussi avec θ, Q fois cos θ plus sinus θ multiplié par n, où n est le vecteur unitaire qui est le support de l'axe de rotation. Alors la personne qui a inventé, je vous ai dit qu'il y avait pas mal de gens, dont Euler, qui se sont cassés la tête là-dessus. La personne qui a trouvé cette représentation-là, donc qui a trouvé la version en ayant quatre dimensions, et surtout en projetant les quatre dimensions et en utilisant le cos de θ sur 2 et le sinus de θ sur 2 fois l'axe, c'est Hamilton, il a ça sur sa tombe. C'est un bon résultat en 1843. Alors, si on reprend notre tableau ici de multiplication de deux quaternions, il faut faire attention, c'est que si vous multipliez un quaternion par un autre, c'est pas la même chose. Donc si vous faites A fois B, où A et B sont deux quaternions, c'est pas la même chose que de faire B fois A. Donc la multiplication n'est pas commutative, mais d'un autre côté, c'est cohérent avec le fait que les rotations non plus ne sont pas commutatives. Petit rappel sur les rotations, j'ai mon dé ici, là, je fais une première rotation autour de l'axe des X, ça fait tourner mon dé de ce côté-là, j'ai le 2, la face avec le 2 qui passe sur le dessus, puis ensuite je vais faire une rotation autour de l'axe des Y, donc je refais basculer mon dé de l'autre côté, j'ai le 4 qui arrive sur le dessus.
Je prends le même dé dans la même configuration initiale et je commence par faire la première rotation autour de Y. Je bascule mon dé de ce côté-là, il y a le 4 qui arrive sur le dessus. Et je fais ensuite la rotation autour de l'axe des X, par rapport à tout à l'heure, à chaque fois de 90 degrés, et j'ai 2 qui arrivent au-dessus. Donc en gros, ici, si je fais une rotation de X puis de Y, j'obtiens cette configuration-là. Et ici, si je fais une rotation de Y puis de X, j'obtiens cette configuration-là. Et on voit bien que les deux dés ne sont pas les mêmes. Si vous voulez vous en convaincre, vous pouvez prendre n'importe quel livre, essayer de faire la même chose. Ce livre-là, je commence par le tourner autour de l'axe des X, il se retrouve à la verticale, puis autour de l'axe des Y, il se retrouve orienté comme ça. Si je fais d'abord la rotation autour de l'axe des Y, mon livre se retrouve toujours dans le plan mais de la table, mais orienté comme ça, et ensuite je fais la rotation autour de l'axe des X, j'obtiens un livre qui est tourné comme ça, ce qui n'est pas du tout la même chose que celui-là. Donc mes rotations ne sont pas commutatives, ça veut dire aussi que quand je vais multiplier mes deux quaternions, la multiplication ne sera pas commutative. Donc A fois B n'est pas la même chose que B fois A. Alors, mon quaternion représenté comme ça, avec I, J et K qui sont les parties imaginaires, avec S plus X, Y, Z. Si je veux représenter la rotation identité, donc pas de rotation du tout, ça veut dire que mon angle θ va valoir 0. Si mon angle θ vaut 0, ben cos de 0 ça fait 1, et sinus de 0 ça fait 0, donc toute cette partie-là vaut 0. Donc j'obtiens le quaternion dans lequel j'ai un réel, et puis pas de partie imaginaire où j'ai 1. Une autre rotation qui est aussi valide, c'est une rotation d'un angle 2 fois pi. 2 fois pi, c'est aussi une rotation dans laquelle j'ai pas de rotation, puisque je suis cyclique tous les 2 pi sur mon cercle. Cos de 2pi, ça fait 0, et sinus de 2pi, ça fait 0, et j'obtiens moins 1. Non, pardon. 2pi, cos de 2pi divisé par 2, ça fait cos de pi, et cos de pi, ça fait moins 1, et donc j'ai une partie réelle qui vaut moins 1. Donc le nombre complexe, le quaternion avec une partie réelle qui vaut 1 ou une partie réelle qui vaut moins 1, c'est la rotation identité, donc pas de rotation. Si je veux faire une rotation d'un angle de 180 degrés autour de l'axe des X, je vais choisir comme axe des X, comme axe ici, comme grand A, 1, 0, 0. Je vais prendre comme angle θ, donc 180 degrés, ça veut dire que je vais avoir pi. Cos de pi divisé par 2, cos de pi sur 2, ça vaudra 1. Non, le cos de pi sur 2, pardon, ça vaut 0. Et ici, comme j'ai 1, 0, 0, le sinus de pi sur 2 vaudra 1, et puis 1 fois 0, donc j'ai que 1 dans le i. C'est la même chose si je fais une rotation d'un angle de 180 degrés, une rotation d'un angle de moins 180 degrés, j'ai la même chose, et j'obtiens moins i. La même chose pour Y, un angle de 180 degrés autour de Y, j'obtiens J ou moins J avec le moins 180 degrés, et une rotation d'un angle de 180 degrés autour de Z, j'obtiens K ou moins K, et une rotation quelconque d'un angle θ autour de l'axe N, ben, j'obtiens la formule que j'avais là-haut, ou autour de l'axe A, c'est cos de l'angle divisé par 2, et puis les trois parties imaginaires sont le sinus de θ divisé par 2 fois A. Ça c'est pour la représentation. Je peux additionner deux quaternions. Alors ici j'ai la partie réelle, la partie imaginaire. Ça revient à additionner deux quaternions, ça revient à additionner la partie réelle, et ça revient à additionner chaque terme de la partie imaginaire. Hyper simple à mettre en œuvre, 4 opérations, 4 additions. La multiplication, alors je peux faire le calcul, et je dois avoir le transparent suivant où j'ai développé le calcul. Vous avez des i, des j et des k qui vont se retrouver multipliés les uns avec les autres. Quand vous avez un i au carré, ça fera moins 1. Quand vous avez un j au carré, ça fera moins 1. Quand vous avez un k au carré, ça fera moins 1. Et quand vous avez un j, un i et un k, ça fera moins 1 aussi. Donc on peut multiplier deux quaternions. Le produit scalaire, ça revient à faire la multiplication des deux parties réelles, et ça revient à faire le produit scalaire des deux vecteurs de la partie imaginaire. Pour calculer la norme d'un quaternion, on va faire la multiplication du quaternion par lui-même, et on fera la racine autour de tout ça, qui devrait nous donner la longueur. Ça, la multiplication de deux quaternions, si vous voulez vous en convaincre, le quaternion Q multiplié par le quaternion Q', vous faites le développement, vous vous retrouvez à avoir des I, des J et des K à remettre en facteur.
et puis après vous pouvez rebasculer avec une notation vectorielle comme ça, et on retrouve le produit, un produit scalaire et un produit vectoriel entre les deux parties. Vous pouvez vous amuser à refaire le calcul. L'inverse d'un quaternion, alors inverser un quaternion, ça revient à... Donc en gros ce que vous voulez, c'est que le quaternion multiplié par Q-1 égale l'identité, donc égale 1, et ça revient à faire ce calcul-là. Et si vous développez le résultat, vous obtenez que vous gardez la partie réelle, et mettez juste un moins devant, devant les parties imaginaires, et vous obtenez l'inverse du quaternion. Ça, c'est une propriété qui est aussi très agréable sur les quaternions, c'est que quand vous avez une matrice et que vous avez besoin de l'inverser, donc obtenir la rotation inverse, si vous connaissez l'angle et l'axe, c'est facile parce que c'est la rotation autour de l'axe mais moins l'angle. Là, avec notre représentation dans laquelle on a une rotation autour d'un axe, quand vous voulez obtenir la rotation inverse, soit vous mettez un moins devant l'angle, soit vous mettez un moins devant l'axe, et ça vous donne le nouveau quaternion qui donne la même chose. Le quaternion identité, du coup, vous pouvez l'obtenir, il vaut 1, 0, 0, 0, 0, donc c'est le quaternion identité. Si vous voulez si vous avez deux quaternions multipliés l'un avec l'autre et que vous voulez les inverser tous les deux, ça revient à changer l'ordre de multiplication et à inverser les deux quaternions. Donc ça, il faut faire attention, là, comme la multiplication n'est pas commutative, c'est pas juste P-1 fois Q-1, c'est Q-1 fois P-1. Le quaternion unitaire, on l'a déjà fait en haut. La rotation, on en a déjà parlé pas mal, c'est juste un forme. Ah non, la rotation, non. Par contre, maintenant, oui, c'est la rotation d'un vecteur par un quaternion. Donc en gros, vous avez un vecteur et vous voulez maintenant le faire tourner de la rotation qui est définie par le quaternion. C'est pas simplement prendre ce vecteur, puisqu'un vecteur c'est un vecteur à 3 dimensions, alors que notre quaternion c'est un nombre imaginaire à 4 dimensions. Vous ne pouvez pas simplement le multiplier l'un avec l'autre, même mathématiquement ça colle pas. Donc c'est par contre juste, on va voir que donc la rotation d'un vecteur U d'un angle 2 fois phi autour de l'axe n, c'est le quaternion qui va s'écrire comme ça, cos phi plus sinus phi fois n. Donc ça c'est la partie réelle, ça c'est la partie imaginaire. Pour multiplier la rotation du vecteur U par cette rotation-là, c'est le vecteur U' dans lequel on va multiplier le quaternion à gauche et le quaternion inverse à droite. Donc on commence par, voilà, puis après, bon, comme ici, vous pouvez faire le calcul soit dans ce sens, soit dans ce sens, mais donc le vecteur U que vous voulez tourner, si vous le transformez en un quaternion en mettant 0 sur sa partie réelle, et puis vous faites la multiplication de ces trois quaternions-là, et vous obtenez la rotation du vecteur U par la rotation d'un angle 2φ autour de l'axe n. C'est des calculs assez simples, probablement un tout petit peu moins d'opérations que la multiplication sur des matrices, mais quand même relativement simple. Donc ça c'est la version compacte. En gros, si vous voulez tourner le vecteur v autour d'une rotation définie par un quaternion q, vous faites q fois v fois q-1. Vous obtenez le vecteur tourné v'. Cette opération-là, si vous êtes défini les opérateurs multipliés dans votre code en C++, l'opérateur multiplié sur votre classe, vous faites la multiplication des trois quaternions. Le Q-1, c'est pareil, vous avez obtenu avec la fonction inverse dans votre classe quaternion en mettant des moins sur le vecteur, en mettant moins v ici, et vous obtenez le résultat. Passage d'un quaternion vers une matrice, c'est pareil, je ne rentre pas dans les détails complets, mais en gros, pour retrouver la matrice, c'est globalement, vous prenez le vecteur 1, 0, 0, vous le multipliez par l'opération de rotation qu'on vient de faire ici, puis vous obtenez la première colonne, puis 0, 1, 0, vous le multipliez par l'opération qu'on a vue ici, vous obtenez la colonne du milieu, puis 0, 0, 1, et vous obtenez la troisième colonne, et vous obtenez donc la matrice de rotation 3, 3 à partir d'un quaternion. Ça peut être dans votre classe quaternion, une fonction qui s'appelle var matrice, parce que des fois vous avez besoin de récupérer la matrice. Donc le premier bilan, pardon, c'est que les quaternions, on va ne stocker en mémoire que 4 valeurs par rapport à une matrice dans laquelle on va en stocker 9. Les calculs sont assez simples. L'inverse est surtout très simple et stable par rapport à inverser une matrice, où c'est un processus itératif qui souvent est... Et alors pour le cas d'inversion des matrices de rotation, ça se fait, et c'est en général ça converge, mais par contre c'est quand même itératif, et c'est beaucoup plus long que juste de mettre un moins sur le vecteur dans un quaternion. La multiplication des rotations est OK.
Donc globalement, on a presque toutes les propriétés. Alors il y a juste maintenant l'interpolation, puisqu'on a vu que l'interpolation dans le cas des matrices, c'était ça qui marchait pas très bien, et dans le cas des angles d'Euler non plus. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour l'interpolation? Alors on pourrait simplement dire je vais interpoler en faisant 1 moins k multiplié par le quaternion Q1 plus k multiplié par le quaternion Q2, donc en faisant une moyenne pondérée entre Q1 et Q2, et j'obtiens un nouveau quaternion. Et qu'est-ce que ça va me donner si j'utilise cette formule-là? Si j'utilise cette formule-là, le souci, c'est que comme je suis obligé de faire une reprojection, là, si je fais ce calcul-là, je suis obligé de reprojeter mon quaternion sur la sphère unitaire ma sphère 4D, je suis obligé de la reprojeter pour garder que les quaternions qui ont une norme de 1. Et le problème, c'est qu'à cause de cette projection, je ne vais plus respecter les distances entre les quaternions. Donc ici, si je moyenne les deux quaternions bleus, je vais obtenir le quaternion vert une fois reprojeté. Ça, c'est parce qu'une fois reprojeté, je me retrouve à avoir besoin de faire une racine carrée pour calculer la norme. Et la racine carrée, c'est pas une fonction linéaire, donc je me retrouve à faire, si je fais la moyenne avec un k qui vaut 0,5, donc 0,5 fois celui-là plus 0,5 fois celui-là, je me retrouve avec la rotation verte, qui n'est pas le milieu de ce que je voudrais. En gros, moi, ce que je voudrais, c'est quelque chose de réellement avec des distances réellement équidistantes. Donc pour résoudre ce problème-là, ce qu'ont proposé les gens, c'est qu'on voudrait que l'interpolation produise un arc, donc produire une ligne, ça c'était si j'interpolais les repères et les matrices. Si j'interpole directement les quaternions sans en faire un fier de spécial, j'obtiens bien un arc, mais par contre les distances ne sont plus respectées. Euh, donc je vais faire le calcul qui est proposé pour interpoler deux quaternions. Cette fonction-là s'appelle SLERP pour Spherical Linear Interpolation. C'est que je l'obtiens en faisant R fois l'inverse de mon quaternion, puissance T multiplié par Q. Donc si on regarde dans cette formule-là, quand T vaut 0, j'obtiens bien Q, qui est mon quaternion de départ. Quand T vaut 1, j'obtiens bien R, qui est mon quaternion d'arrivée. Et puis quand T aussi entre 0 et 1, j'obtiens bien un mélange entre les deux. Alors on va s'en convaincre avec le transparent suivant. Alors oui, il y a juste un truc là, c'est que ici, comme c'est puissance t, quand vous voulez calculer puissance t, ça revient simplement à injecter le t fois l'angle dans votre quaternion. C'est-à-dire que une matrice de rotation, si vous voulez vous en convaincre, c'est qu'une rotation au carré, c'est 2 fois la rotation. Donc 2 fois la rotation, ça veut dire faire 2 fois l'angle θ. Si vous faites la rotation fois la rotation fois la rotation, donc puissance 3, ça revient à faire 3 fois l'angle θ, etc. Mais c'est à chaque fois le même axe multiplié par 3. Donc la puissance, c'est pas si compliqué que ça à faire sur une rotation. Ça revient à faire 3 fois l'angle de rotation pour une puissance 3, puis n fois pour une puissance n. Alors cette interpolation sphéricale, cette interpolation sphérique là, linéaire sur les quaternions, globalement, c'est qu'au lieu de faire le t et le 1-t, on va retrouver le 1-t et le t, mais par contre ils sont injectés dans un sinus. Et là, on va se repositionner dans ma projection pour que les distances soient équidistantes, soient espacées du même pas que j'utilise. Donc si j'utilise 0,5 et 0,5, je vais me retrouver au milieu. En gros, je vais garder les proportions du t et du 1-t grâce au sinus. Donc la formule générale qui est ici, c'est la même que celle du transparent précédent, c'est que je fais le 1-t fois mon angle de rotation multiplié par le quaternion Q1 plus le sinus. Pardon, l'angle, ah oui, alors il faut que je vous définisse ce qu'est l'angle θ. Ici, je fais le 1-t multiplié par l'angle θ et par ce réel-là multiplié par le premier quaternion, plus le sinus multiplié par ce réel-là et le deuxième quaternion, le tout divisé par sinus. Donc globalement, mon 1-t est injecté dans une fonction sinus pour retrouver les distances, les équidistances dans l'espace. Et alors θ, c'est l'angle qui est formé entre le quaternion Q0 et le quaternion Q1. Donc c'est l'angle entre mes deux quaternions ici, sur lequel je veux me déplacer. Si Q0 et sur Q1 sont identiques, alors j'ai θ qui vaut 0, mais dans ce cas, oui, vous allez me dire, j'ai un problème de division, il faut quand même que je fasse attention, c'est que si Q0 et Q1 sont identiques, ici il faut que je fasse attention que sinus de 0 vaut 0 et que je ne fasse pas la division. Mais j'ai aussi le fait que ici j'ai 0 et que j'obtiens 0 plus l'autre.
Donc il faut que je fasse, quand j'écris le code, quand même, il faut que je fasse attention que quand mes deux vecteurs sont, que quand mes deux quaternions sont identiques, au moment où je fais le SLERP, que je ne fasse pas la division par zéro. Donc il y a un petit if quand même à prévoir au moment de l'écriture du code. En coup mémoire, une matrice de rotation fait 9 valeurs, 3 fois 3, un quaternion fait 4. Si je stocke un axe et un angle, j'ai 4 aussi, ben c'est presque la même représentation que les quaternions. Par contre, l'axe et l'angle n'ont pas les bonnes propriétés. Euh, donc le quaternion finalement est une bonne représentation aussi en coup mémoire par rapport aux matrices. Un petit peu plus cher que les angles de l'air, parce que les angles de l'air, je n'aurai que 3 valeurs, mais c'est pas tant que ça pour gagner en propriété. Bon, après, il y a un tableau avec la comparaison du nombre d'opérations. Si vous avez deux matrices, donc deux rotations représentées par des matrices à vous faire, ça vous fait 27 multiplications. Dans le cas des quaternions, ça vous fait 16. Les additions, c'est pareil, les quaternions demandent moins d'opérations. Donc si vous avez des additions plus des multiplications, vous êtes vraiment avec moins d'opérations. Ça peut avoir un impact sur les performances de votre appli. Alors nous, par contre, souvent, ce qu'on manipule, c'est pas des rotations 3 à 3, ni forcément directement des quaternions, mais c'est plutôt une rotation plus une translation. En gros, un changement de repère, pour nous, c'est je déplace mon point dans l'espace et je le fais tourner. Donc une matrice 4-4, c'est ce que vous utilisez classiquement pour déplacer vos caméras, c'est ce que vous utilisez dans Gkit, c'est ce que vous utilisez dans les moteurs 3D, c'est une représentation dans laquelle vous avez la rotation et la translation. Donc ça peut être fait soit avec une matrice 4-4, avec le défaut que quand vous voulez interpoler, ça marche pas, et avec le défaut que vous pouvez, si vous combinez si vous combinez des rotations ensemble, vous allez perdre aussi des degrés de liberté, comme avec le cas des angles de l'air. Euh, cette classe-là, dans laquelle vous aviez une matrice 4-4 qui était un transform, on peut très bien se réécrire une nouvelle classe, une nouvelle transformation dans laquelle on a un quaternion plus une translation. Donc on a deux choses dans la classe, on a le quaternion plus la translation, on range tout ça dans une classe transform pour que ça devienne transparent, on s'écrit l'opérateur plus, on s'écrit l'opérateur multiplié, plus l'opérateur slerp pour interpoler entre ça. Alors il faut juste faire attention quand vous faites ça, c'est que si vous multipliez deux quaternions ensemble, donc si vous multipliez pardon, deux transformes ensemble, quand vous multipliez deux matrices 4-4 ensemble, donc ici j'ai la transformation A, la transformation B représentée par deux matrices 4-4, ici la rotation plus la translation, ici la rotation plus la translation. Si vous multipliez ces deux matrices 4-4 ensemble, le résultat c'est la multiplication des deux rotations. La nouvelle rotation que vous obtenez, c'est la multiplication des deux rotations. Par contre, le nouveau vecteur de translation que vous obtenez, ce n'est pas la somme des deux vecteurs de translation, c'est la rotation de la transformation A multipliée par la translation de B plus la translation de A. Et bien ça, quand vous allez multiplier, quand vous allez écrire l'opérateur multiplié sur votre classe transform, qui elle va contenir un quaternion plus une translation, vous allez faire la même chose. Le résultat de la multiplication des deux transforms, c'est la multiplication des deux quaternions. Par contre, la nouvelle translation que vous allez obtenir dans votre transform qui utilise les quaternions, c'est le quaternion A multiplié par la translation de B plus la translation de A. Quand vous écrivez votre code, il faut bien penser que ici, c'est pas juste TB plus TA, mais c'est le quaternion de A multiplié par TB plus TA. Mais ça se code très bien. Si vous avez écrit votre première classe de quaternion avec les opérations de multiplication et d'addition, aucun problème, il y a tout qui va rouler. Alors, tout petit exemple de résultat qu'on va obtenir. Donc ici, j'ai deux poses. J'ai la pose ici avec les deux bras en l'air. J'ai la pose ici avec les deux bras plutôt en bas. Je veux interpoler entre cette position et cette position. Si je le fais directement avec les angles, comme on a pu le faire pendant les TP en M1 pour ceux qui étaient là, il y a des cas où j'obtiens des angles qui ont une représentation qui soit, vous voyez que sur le cercle trigonométrique, j'ai mes axes, comme je suis modulo 2π sur tous mes axes, où je peux avoir le même angle de rotation mais avec des formats différents, c'est-à-dire que par exemple, pas de rotation c'est soit 0 soit 2π. Si j'interpole entre les deux, ça va coincer. Donc si selon que j'ai 0 ou selon que j'ai 2π, je vais pas obtenir le même résultat. Et il y a des moments où ça va coincer. Je vais avoir ici l'interpolation sur les angles qui va me donner un bras qui est comme ça et qui n'est pas ce que je veux.
Alors que si je fais l'interpolation avec les quaternions, je suis tout le temps bon parce que j'ai cet aspect sphère, je suis dans un espace 4D sphérique dans lequel je vais boucler de tous les côtés et j'évite ce genre de problème-là. Donc les quaternions, les opérations sont numériquement plus stables que les matrices, plus rapides qu'avec les matrices. J'ai pas de problème de perte de degré de liberté comme au moment de l'utilisation des angles de l'air. Et c'est très utile pour faire l'interpolation entre deux rotations parce que c'est le seul outil qui me permet d'interpoler deux rotations. L'interpolation sur les matrices ne marche pas, l'interpolation sur les angles de l'air non plus. Alors il y a une petite représentation dont je ne parle pas, mais où dans le cours sur le skinning, je vais vous montrer des exemples de résultats. C'est qu'après on peut aller plus loin. C'est que nous, ici, on a fait une classe transform dans laquelle on a un quaternion et une translation séparée. Il y a des gens qui se sont dit, bah tiens, je pourrais aller plus loin, je pourrais mélanger dans la même représentation la rotation et la translation. Ce truc-là, ça s'appelle un dual quaternion. Ça intègre la translation dans le nombre complexe, et mon nombre complexe, maintenant, il a une partie réelle et 7 parties imaginaires. Alors la grille de calcul est plus grande, hein, vous avez un I, J, K, L, M, N, O, P, etc. jusqu'à 7. Mais le fonctionnement peut être le même. Alors, on n'est plus dans un espace 4D replongé dans un espace 3D, on est dans un espace 8D, alors les propriétés peuvent être différentes, et puis les représentations aussi doivent être différentes, mais donc ça c'est si vous voulez aller regarder, il y a pas mal de choses qui fonctionnent avec ça.